Alors c'est tout sauf une surprise, on s'y attendait, Fitch a bien dégradé la note souveraine de la France. Maintenant, quelles conséquences pratiques pour vous, pour nous, en matière d'argent, en matière d'épargne, pour les Français? Réponse avec vous. Charles Sana, bonjour Charles, Bonjour David, bonjour à tous. fondateur du site Insolentiae. Le passage, honnêtement, même si on le verra après, hein, de double A- à A+, n'a aucun impact, en tout cas aujourd'hui, à l'ouverture sur les marchés, que ce soit sur le CAC 40 ou sur les taux. C'est quand même une mauvaise nouvelle pour la France. Est-ce aussi potentiellement une mauvaise nouvelle pour les Français? Oui, Bon, question suivante. Non, mais aucun effet à court terme, en tout cas aujourd'hui. À J+1, week-end passé, ça n'a aucun effet. non, ça a aucun effet parce que, si vous voulez, quand c'est votre argent, David, hein, pas l'argent de l'État, qui est de l'argent magique, mais quand c'est votre argent, placez-vous à la place d'un investisseur. C'est ses sous, c'est vos sous, c'est votre grisby, c'est vos brousoufs. Bon, vous n'attendez pas que une agence de notation vous dise investis pas là-dedans pour pas investir là-dedans, ou vous n'attendez pas qu'on vous dise faut demander plus cher pour prêter à un tel, vous le faites naturellement tout seul. Donc en fait, ce qui se passe, si vous voulez, David, c'est que ce n'est pas évidemment un cataclysme que cette dégradation, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle était déjà en grande partie dans les cours. Le taux à 10 ans français avait déjà évolué à la hausse. Sur un an, on est passé de 2,90 à 3,50, 3,48, 3,49. Bon, voilà. Donc il y a déjà eu une augmentation. Le spread avec l'Allemagne, c'est-à-dire l'écart de taux avec l'Allemagne, c'était déjà un petit peu élargi. Donc, finalement, cette dégradation, peu ou prou, elle était déjà assez bien intégrée dans les cours. C'est pour ça qu'on n'est pas sur une forme de panique aujourd'hui. On peut remercier d'ailleurs au passage François Bayrou, qui avait fait œuvre de pédagogie en disant à quel point on était dans une mauvaise situation, hein, ce qui n'avait pas manqué de prévenir les marchés quand même. Bon, après, c'est vrai que j'ai écouté ce week-end le président de la Fédération bancaire française qui nous a dit s'attendre plutôt à ce que dans les prochains mois, le niveau des taux reste à peu près stable pour les particuliers comme pour les entreprises. Donc on se dit que ça n'aura pas de conséquences. Je pense au crédit immobilier pour les ménages qui souhaitent acheter une maison, un appartement, déménager. Alors, à court terme, la réponse est plutôt non. Alors bon, moi j'ai passé le week-end à chercher mes chiffres, à travailler, à modéliser, pour essayer. Alors notamment, David, l'une des questions que je me posais, et c'est un petit peu technique, mais ceux qui nous écoutent vont très très vite piger. euh, Vous avez un certain nombre d'institutions financières, au sens large, banques, compagnies d'assurance, hedge funds, ce que vous voulez, qui peuvent avoir ce qu'on appelle des clauses AA only, c'est-à-dire si on détient des obligations, elles sont minimum statutairement double A au moins. Et donc, l'une des questions que je me posais, c'était combien d'institutions avaient des clauses AA only et pour combien et donc quel risquait d'être le montant, le flux vendeur de vente automatique pour respecter les statuts et les règles imposées par chaque institution financière, vis-à-vis de ses investisseurs, etc. Bon, en cherchant, en regardant, en gros, le montant sur lequel je suis tombé, alors compliqué de donner un chiffre extrêmement clair, donc c'est plutôt une fourchette, mais c'est, on va dire, entre 2 et 5 milliards d'euros. D'accord? C'est-à-dire que c'est globalement rien du tout. C'est pas du tout significatif par rapport au volume de la dette française. Donc aujourd'hui, le problème AA only, bon, bah, c'est pas un souci en fait en termes de volumétrie pour le marché obligataire français. Donc déjà, ça explique en grande partie pourquoi on n'a pas de dégagement significatif ce matin à l'ouverture des marchés et pourquoi effectivement le taux il bouge pas. Il n'y avait pas de volumétrie inquiétante sur ce sujet-là qui avait pourtant été évoqué, mais voilà, quand on creuse, il y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas péril dans la demeure, Dany. Ouais. Charles, donc pour les banques, parce que les banques, elles se financent notamment sur les marchés, est-ce qu'elles peuvent voir leur coût de financement progresser si le taux à 10 ans français continue d'augmenter?
leur principale source de financement aux banques, ce sont les dépôts des clients, mais aussi l'appel au marché. Oui, oui, et tout en sachant que l'écosystème dans lequel évolue une banque, eh bien, évidemment, il est intrinsèquement lié à son pays. Alors aujourd'hui, David, donc, alors pareil, donc on a il faut raisonner, si vous voulez, il faut raisonner en net. C'est-à-dire que vous avez le problème et vous avez des solutions. Et donc il faut raisonner en problème net de solution, si vous voulez, ou en solde net de problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si la France est dégradée et que les banques françaises ne travaillent que sur le marché domestique, ce qui est vrai pour certaines banques, mais pas vrai pour toutes les banques. Nous avons des banques françaises, je pense à BNP Paribas par exemple, qui est largement internationalisée et qui ne travaille pas que sur l'Europe. Donc là, vous voyez, qui ne travaille pas que sur la France, mais aussi sur l'Europe. Donc, vous voyez, vous avez des contrepoids, si vous voulez, par rapport aux inquiétudes. Donc, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour les banques françaises que d'être originaire d'un pays ou dans un écosystème pour lequel la dette de l'État concerné n'est pas d'une grande qualité. Bon, ceci dit, c'est pas encore une fois le seul élément qui va faire les conditions de financement de nos banques. Voilà. Vous avez leur internationalisation, vous avez le profil de risque de chaque banque, vous avez une influence des taux directeurs, vous avez une influence évidemment des banques centrales qui peuvent intervenir si jamais à un moment donné nous avons des tensions sur le marché interbancaire. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'éléments de contrepoids qui vont venir relativiser l'inquiétude qu'il y a à avoir. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire tout va bien, Madame la Marquise, on est super endetté, on croule sous les dettes, on n'arrive pas à faire de budget, il n'y a pas de gouvernement, il tombe tous les 4 matins, il n'y a pas de majorité. Donc je ne suis pas en train de vous dire c'est génial, tout va bien. Je suis en train de vous dire ça va pas bien, c'est pas génial. Pour autant, il faut essayer d'être extrêmement fin et objectif dans notre analyse, parce que là, on parle de gros sous, David. On parle de l'épargne de nos concitoyens et on ne prend pas des décisions à la légère quand on parle de tout ça. Après, encore une fois, pas d'impact sur les taux longs, encore une fois, sur la dette souveraine française à 10 ans. Mais si ça devait évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les prochaines semaines et compagnie, pour les crédits immobiliers, ce ne serait pas bon. En revanche, pour l'épargne des Français, ça veut dire potentiellement des fonds en euros de l'assurance vie mieux rémunérés. Oui, mais alors là aussi, ça va être très nuancé la réponse. Oui, et pareil, il faut avoir là aussi une analyse très nuancée. C'est-à-dire que si les taux montent, alors on sera plutôt effectivement d'abord sur un processus. D'accord? Vous avez bien compris, David. La dégradation, elle est lente. La dégradation des notes souveraines est lente. La dégradation de notre situation financière est lente. Il y a une forme d'inertie. L'augmentation des taux d'intérêt auxquels nous sommes soumis, elle est lente, etc. Et puis, éventuellement, la réparation de nos comptes publics, elle sera très lente également. Donc, vous voyez, il y a une vraie forme d'inertie. Pour en revenir à votre question, sur est-ce que ça serait le moyen de faire monter les taux d'intérêt de l'assurance vie? Bien sûr. Bien sûr, si les taux longs augmentent, mécaniquement, les taux des fonds euros de nos assurances-vie vont remonter. Alors, avec un temps de latence, hein, d'accord, c'est très progressif là aussi, parce que les compagnies d'assurance-vie ne changent pas la totalité de leur portefeuille d'obligations en un instant dès que les taux sont hauts. Donc là également, on a une inertie dans le pilotage. D'ailleurs, les compagnies d'assurance-vie ne vous donnent pas 100% du rendement et des bénéfices, elles vous redonnent au maximum, au minimum 85% du rendement, et puis elles font ce qu'on appelle des provisions pour participation aux bénéfices, ce qui sont des trucs comptables. Donc bon, voilà. Donc vous avez de l'inertie, mais les taux vont remonter. Mais si jamais on a un vrai stress sur la dette française, eh bien vous pouvez vous retrouver avec, c'est ce que prévoit la loi Sapin 2, avec des fonds d'assurance vie qui resteraient garantis, dont la valeur resterait garantie, mais qui ne seraient plus liquides, et avec des fonds qui pourraient être bloqués. Donc en fait, vous voyez, ça c'est en théorie. là aussi, Ça c'est en théorie. non mais C'est jamais tout arrivé. est en théorie. Non mais David, tout est en théorie. Donc là aussi, Jusqu'au jour où ça si vous arrive. voulez, j'appelle simplement ceux qui nous écoutent à beaucoup de nuances dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on ne se rue pas sur l'assurance vie au prétexte que les taux pourraient remonter. De la même manière, on ne se rue pas chez son courtier d'assurance vie pour dire vendez tout, ça, on va tous mourir.
voilà, les choses, encore une fois, sont bien plus nuancées que ça. Et en gestion de patrimoine, l'assurance vie, par exemple, dans un contexte où on peut tout à fait imaginer un alourdissement de la fiscalité, notamment sur les héritages. Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, l'a évoqué il y a quelques jours. L'assurance vie va garder tout son intérêt. Donc, vous voyez, c'est là où il faut savoir doser et nuancer son analyse économique pour la décliner en stratégie patrimoniale. Dernière question, Charles, autant sur les taux souverains à 10 ans français, ça n'a pas bougé ce matin à l'ouverture après sa dégradation de vendredi soir post-fermeture des marchés, autant la Bourse de Paris, alors là c'est incroyable, gagne 1%. Là on se dit, on a envie d'être dégradé plus souvent. C'est ça, c'est ça. Écoutez, il faudrait, les prochains, c'est qui? C'est Standard & Poor's, vous inquiétez pas, on va y passer aussi. On pourra non, avoir une hausse sur les marchés. Avouez que c'est contre-intuitif, quoi. Oui, alors c'est contre-intuitif et à la fois, c'est pas si contre-intuitif que ça. C'est-à-dire que je rappelle, pareil à tous ceux qui nous écoutent, que les actions, ça reste un titre de propriété. Donc vous avez deux grands types d'actifs, les amis. Vous avez des titres de dette, ce sont les obligations, et donc c'est globalement une opération de prêt. Donc vous prêtez via un titre obligataire, vous prêtez à une entreprise, à un État, à un particulier. Voilà, c'est un titre de dette, et donc vous êtes détenteur d'une reconnaissance de dette. Et cette reconnaissance de dette, elle ne vaut que la capacité qu'a votre emprunteur à vous rembourser. Et puis vous avez une deuxième grande catégorie de titres, c'est le titre de propriété. Et donc votre maison, vous avez un titre de propriété. C'est chez le notaire, c'est tamponné, c'est à vous, c'est un titre de propriété. Eh bien, les actions, c'est aussi un titre de propriété. Alors, une petite part d'une entreprise, mais c'est un actif dit titre de propriété. Ça vous appartient, c'est à vous. Et donc, dans un contexte de surendettement, qu'est-ce que vous préférez avoir? Vous préférez prêter à un prêteur, à un emprunteur qui pourrait battre un peu de l'aile sur sa capacité de remboursement, ou vous préférez un titre de propriété, bien sûr, un bien immobilier? Bien sûr, mais on aurait pu imaginer qu'il y ait une défiance sur les actifs français financiers au sens large, incluant obligations, actions et tout. Non, mais David, vous le savez bien, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la même chose pour les banques. Les banques sont internationalisées, mais nos grandes entreprises du CAC 40, elles sont internationalisées également. Et finalement, quand Monsieur Arnault, qui est un méchant riche, qu'il faudrait taxer à base de taxe Zuckman, mais moi j'irai encore plus loin. Moi, je prendrais 50% tous les mois, tiens, tous les mois du patrimoine du méchant Monsieur Arnault pour être sûr de flinguer complètement ce qui reste de notre économie. Mais Monsieur Arnault, il vend plus de sacs à main dans le monde entier qu'il n'en vend évidemment en France. Donc tout ça, ce sont des entreprises qui se sont aujourd'hui mondialisées, globalisées, internationalisées. Et donc, ce qui se passe en France, eh bien, il y a des contrepoids avec des marchés extérieurs qui sont des contrepoids extrêmement importants. Donc, c'est une bonne manière de se diversifier, d'acheter des titres de propriété, d'acheter des rendements. David, et je voudrais terminer par ça parce que vous disiez c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais quand on creuse un peu, on comprend ce qui se passe. Eh bien, qui dit difficulté pour la France dit sans doute à un moment donné une intervention de la Banque centrale. Qui dit intervention de la Banque centrale face à un problème d'endettement dit évidemment baisse des taux d'intérêt pour rendre cet endettement supportable. Et qui dit baisse des taux d'intérêt dit que c'est quand même vachement intéressant d'investir dans des sociétés qui vous versent 2, 3, 4, 5% de rendement avec des dividendes chaque année par rapport à des taux d'intérêt qui pourraient être de 2%, 1%, voire même des fois négatifs, David, quand la situation va vraiment pas bien. On n'en est pas encore là. Retour vers le passé. Mais les marchés anticipent. Ils anticipent toujours. Merci Charles. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Et merci Charles et bonne semaine. Salut. Merci David, merci à tous. Ciao.